Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui Dr Rénal Pinault. Dr Rénal Pinault, je pense que toute personne qui s'intéresse à l'organisation des services au Québec doit avoir lu à quelque part un article ou un livre de Dr Pinault. C'est vraiment une sommité, un des premiers chercheurs dans ce courant-là au Québec. Alors, personne n'était mieux placé que Dr Pinault pour nous expliquer un des cadres les plus utilisés, les plus fondateurs du domaine, qui est le cadre Donabedian. Alors aujourd'hui, on a deux objectifs. Dr Pinault va nous présenter les fondements, puis c'est quoi les caractéristiques clés du modèle Donabedian. Et il va nous illustrer aussi l'utilisation, comment on peut utiliser ce cadre-là dans la planification des services de santé. Donabedian, c'est juste le personnage, est un personnage intéressant. C'est un type qui parlait 5 langues et qui écrivait très bien. D'ailleurs, son livre Aspects of Medical Care Administration est un livre qui est écrit dans un anglais. Pour ceux qui lisent l'anglais, vous allez voir, c'est un anglais recherché. Et même les anglophones le disent, c'est un texte très bien écrit. Et il était même poète. Sur la fin de sa vie, il écrivait des poèmes. Alors, c'est quelqu'un d'attachant. Alors, il a fait quelque chose il a trouvé quelque chose qui aujourd'hui paraît un peu banal, mais à l'époque, qui a vraiment structuré beaucoup la pensée sur et les réflexions sur l'analyse des systèmes de santé. Et c'est cette fameuse triade qu'on appelle structure, processus, résultat. Quand il l'a écrit pour la première fois, il l'a mis de façon un peu linéaire, comme s'il y avait une détermination. La structure détermine les processus, eux, expliquent les résultats. Mais à mesure qu'il l'a développé, il l'a complexifié, il l'a situé dans un environnement plus large, où ces phénomènes-là arrivent dans des organisations réelles, puis ils arrivent dans des cadres institutionnels. Par exemple, le Canada, le système de santé du Canada est très différent du système américain. La composante privée aux États-Unis est importante. Ici, on a un système plus public, qui se privatise tranquillement, malheureusement, mais en tout cas, qui est donc différent. Et ça, tout ça influence cette relation-là qui est entre la structure, le processus et les résultats. Donc, cette triade-là est simple. La structure, c'est les ressources, la façon qu'elles sont organisées, la gouvernance, tout ce qui est des éléments reliés à l'organisation du système. Les processus, c'est beaucoup les activités. Et les activités des acteurs à l'intérieur, particulièrement des professionnels, parce que, comme vous le savez, la composante professionnelle dans le système de santé est très importante. Ça se reflète d'ailleurs dans le pourcentage des coûts qui sont dédiés aux ressources humaines. Et les activités professionnelles, donc ces aspects-là de la qualité, par exemple, se situent beaucoup au niveau du processus, l'activité professionnelle et autres. Et finalement, les résultats qui sont les résultats en général qu'on observe au niveau des patients. Les résultats de santé, l'amélioration de la santé, ça va des résultats plus immédiats, comme par exemple, pour une intervention précise, est-ce que vous avez été amélioré, est-ce que vos douleurs ont diminué, est-ce que la souffrance, et finalement, est-ce que vous êtes en meilleure santé, jusqu'aux résultats ultimes que sont la diminution de la mortalité, l'augmentation de l'espérance de vie, et vous imaginez bien que plus on s'en va vers ces indicateurs généraux-là, moins ils sont spécifiques, moins ils sont attribuables aux interventions de santé. Alors, c'est un petit peu ça, dans le fond, la triade de Donabedian. Pourquoi c'est important? Je dirais que c'est important pour deux catégories de personnes ou deux catégories de professionnels. La première, c'est les gestionnaires et les décideurs. Ça a été utilisé beaucoup comme schéma de base pour la planification. Par exemple, si vous prenez la planification, comme vous allez pouvoir le voir dans le schéma, au fond, il y a deux chaînes de réflexion. Une première, c'est de dire, actuellement, on a des ressources qui produisent des services, et ces services-là, est-ce qu'ils donnent des résultats de santé? Ça, c'est l'analyse, donc, de la situation actuelle. En planification, on met en parallèle, mais avec les mêmes paramètres, ressources, services, résultats, quelle est la situation désirée? Et on commence à l'inverse, on dit, normalement, on devrait commencer par les objectifs de santé.
Quelles sont les grandes politiques de santé, par exemple? Est-ce qu'on veut baisser la mortalité infantile? Est-ce qu'on veut améliorer l'espérance de vie? Est-ce qu'on veut diminuer la morbidité, diminuer, par exemple, l'incapacité chez les personnes âgées? Par exemple, on a des indicateurs d'espérance de vie exempts d'incapacité. Alors, donc, on commence par les résultats qu'on veut atteindre. Après ça, on dit, bien, pour faire ça, ça va nous prendre telle activité. Des activités professionnelles. Est-ce qu'on va mettre plus dans la prévention ou dans le curatif? Des grandes décisions comme ça. Et finalement, quelles ressources que ça nous prend? Comment on va les organiser au niveau des programmes et comment on va organiser le système? Et l'écart entre les deux, ça définit ce que, aussi, à mon avis, ça vient de Donabedian, toute la question des besoins. C'est quoi un besoin? Alors, dans la notion de Donabedian, on définit les besoins comme l'écart entre les ressources désirées, ressources actuelles, les services prévus et les services actuels, et la même chose pour les résultats attendus versus ceux qui sont les indicateurs de santé actuels. Alors ça définit donc des écarts, des besoins qu'il faut combler, et donc on a aussi la notion de besoins comblés, besoins non comblés. Tout ça vient de là. Mais si on l'a complexifié, Donabedian l'a complexifié un peu, comme je vous disais tout à l'heure, tous ces phénomènes-là, cette analyse-là, qui est plutôt une analyse qui fait appel à des données de recherche ou à des données qui existent. Et donc, une approche plus scientifique, qui donne donc une évidence plus scientifique. À côté de ça, et parce qu'on est dans un domaine, et donc on a appelé cette approche-là, en planification, l'approche plus rationnelle. On l'a critiquée aussi parce qu'elle ne tient pas assez compte des environnements. Alors, et dans la présentation, dans les présentations de Donabedian, il y a inclus, comme vous le voyez, le contexte organisationnel, le contexte institutionnel, les valeurs politiques, et on peut aller plus loin. Comme tout à l'heure, on va retourner. Donc, à l'approche rationnelle, on définit en planification ce qu'on appelle plus une approche pragmatique, qui tient compte à la fois, bien sûr, de l'évidence scientifique, donc d'une espèce de raisonnement à l'intérieur de notre boîte là, qui est donné par le schéma de Donabedian, mais aussi les facteurs environnementaux, le contexte, tout ça, qui fait que ce qui est pragmatique, des fois, ce qui est rationnel n'est pas nécessairement pragmatique. Donc, il y a un ajout, si vous voulez, pour rendre ça opérationnel. Et donc, on pourrait ajouter, puis on va le finir par ça tout à l'heure, une évidence politique. Et ça, c'est important parce que, vous voyez, il y a l'évidence scientifique, il y a l'évidence que j'appellerais plutôt organisationnelle, est-ce que ça peut se faire dans une organisation? Mais il y a toute la question qui est de plus en plus importante aujourd'hui, on en entend tous les jours dans les journaux, toute la question de l'acceptabilité politique. Or, est-ce que politiquement c'est faisable? Normalement, on devrait avoir une espèce de cohérence entre l'évidence scientifique, l'évidence organisationnelle et l'évidence politique. Ce n'est pas toujours le cas. On pourrait donner des exemples où on a commencé par l'évidence politique sans avoir le reste. Par exemple, on peut parler des fusions. Il n'y a pas d'évidence qui a l'effet que les fusions d'établissements, comme la création des CIUS, par exemple, ça donne des résultats escomptés. Mais il y a une grande acceptabilité politique, en tout cas une grande pression politique pour le faire, et finalement, bon, on peut voir à long terme qu'est-ce que ça donne. Mais vous voyez, donc c'est pas toujours un cheminement linéaire de l'évidence scientifique à l'évidence politique. La première application ou l'utilisation qu'on a faite beaucoup des schémas de Donabedian, c'était pour la planification et pour la gestion. Donc, très utile aux gestionnaires. Deuxième, c'est les recherches, pour les chercheurs. Et là, ça touche beaucoup plus ce on avait appelé l'évidence scientifique. Et il y a beaucoup de recherches qui... Je pense que Donabedian n'était pas nécessairement un chercheur, il se définissait plutôt comme un scholar, un académicien ou quelqu'un qui apportait des réflexions, mais qui utilisait la recherche et qui la classifiait et qui lui donnait un sens. Alors, donc, et c'est intéressant parce que si on fait l'état de la recherche en service de santé, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de références à Donabedian. Et il a inspiré, de fait, le cadre conceptuel de plusieurs recherches, et avec sa fameuse structure, processus et résultats. Et
on retrouve donc, même dans les schémas de planification, d'évaluation, de priorisation, cet aspect-là scientifique, qui est plus le propre des chercheurs. Par exemple, qui fait contrepoids à d'autres sortes d'évidences ou de preuves qui sont organisationnelles, la faisabilité, et politiques, qui sont l'acceptabilité politique. Une application, d'ailleurs, le commissaire de la santé, dans ses schémas, a utilisé cette espèce de triangle-là pour définir des choix. Comme vous savez, le commissaire de la santé, faisait des revues de littérature, donc il y avait des évidences scientifiques, mais il y avait aussi des forums de citoyens qui voyaient l'acceptabilité sociale et politique, ça c'est une autre histoire, mais sociale, c'était par la participation. Donc, quand ces trois-là convergent, on a des meilleurs résultats et la part des recherches est très importante et fournie surtout par les schémas de Donabedian. Alors, il y a une autre application qui est intéressante, c'est toute la question de la priorisation. Parce que Donabedian, lui, fait état de deux critères. L'importance des problèmes de santé, tels que documentés par les indicateurs de santé, et ce qu'il appelle, lui, la susceptibilité des interventions ou la sensibilité des interventions à régler ce problème-là. Et ça donne un peu ce qu'on pourrait appeler l'évidence scientifique. Par exemple, un problème qui cause beaucoup de mortalité et pour lequel il y a une solution efficace, eh bien, ça devient une priorité. S'il n'y a pas de solution efficace, ça peut être une priorité de recherche si le problème est très important. C'est ça qui est intéressant, on peut définir différents types de priorités. Ou la recherche pour des analyses épidémiologiques. Par exemple, si on connaît qu'il peut y avoir des solutions, mais on n'a pas tout à fait encore fait l'évaluation de ça. Donc, des recherches évaluatives sont nécessaires pour tester différents types d'interventions pour régler le problème. Alors, donc, on en arrive avec ça à définir trois types de critères pour la priorisation. L'évidence scientifique. Est-ce qu'il y a une évidence scientifique, oui ou non? L'autre, c'est l'évidence organisationnelle. Avec les décideurs, est-ce que c'est faisable? Par exemple, il se peut qu'il y ait des solutions, effectivement, mais que les solutions soient très coûteuses, ou qu'il y ait des questions éthiques, ou qu'il y ait des questions, des obstacles à l'implantation dans des milieux organisationnels, de sorte que la faisabilité organisationnelle peut être forte, plus ou moins forte. Et finalement, il y a l'acceptabilité politique. Pour toutes sortes de raisons, en général, l'acceptabilité politique reflète des valeurs sociétales. Par exemple, il y a des questions éthiques, il peut y avoir aussi des questions partisanes, il peut y avoir toutes sortes de questions, mais le politique étant ce qu'il est, l'acceptabilité politique est importante parce que c'est souvent à ce niveau-là que les grandes décisions pour les politiques de santé sont prises et qui font des grands changements parce qu'il y a des leviers importants, notamment les leviers financiers et législation. C'est intéressant de voir comment Donabedian et les écrits de Donabedian ont résisté au temps. Et c'est à cause de la nature de ses écrits, il a travaillé sur des concepts. Les données empiriques qu'il a utilisées qui sont moins importantes parce que les données empiriques changent. Mais ces concepts, on y réfère partout dans plusieurs écrits, encore actuellement, structure, processus, outcome, résultat. On peut les complexifier et de fait, on les a complexifiés. J'en ai expliqué quelques-uns, mais il y en a d'autres ramifications qu'on a prises. Et de fait, c'est le livre qu'il a écrit, mais ça vous allez le voir, Aspect of Medical Care Administration, et il m'a inspiré beaucoup dans deux livres que j'ai faits, qui sont des reprises, un en français, l'autre en anglais, mais c'est le même livre, qui ont été inspirés de ses écrits. Et j'ai essayé de les rassembler dans ces écrits-là. Mais son premier écrit était dans les années 60, je crois, sur structure, processus et résultats. Et encore aujourd'hui, on y réfère. Donc, l'importance des idées et des concepts.